Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode numéro 2 qui va traiter principalement donc, de la dénutrition. Juste pour rappel, la dénutrition c'est un problème majeur de santé publique qui concerne plus de 2 millions de personnes en France. Alors pour définir la dénutrition, c'est un état pathologique qui se caractérise par un déséquilibre entre les apports nutritionnels et les besoins de l'organisme. Donc ça peut être lié à quoi? À deux choses. Un déficit d'apport isolé, une augmentation des dépenses énergétiques et ou protéiques, ou alors l'association des deux. Donc on va essayer de prendre et imaginer une prise en charge de dénutrition à l'hôpital. Donc comme je le disais dans l'épisode 1, on va suivre une démarche de soins diététiques et donc on va devoir recueillir des données pour faire le bilan diététique. Les données spécifiques qui vont nous intéresser, c'est le poids, la taille, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. On va essayer aussi de comprendre l'histoire du poids. On va voir s'il y a des antécédents nutritionnels. Et puis, on va essayer aussi de recueillir les données biologiques, s'il y en a déjà, donc notamment l'albumine et la préalbumine, c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure. Et puis, on va voir s'il y a l'existence de troubles de mastication, de déglutition par exemple, de troubles digestifs. Alors, on va dépister la dénutrition à l'hôpital. Donc pour poser le diagnostic de cette dénutrition, on va se baser sur les nouvelles recommandations de l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Ça a été réactualisé en novembre 2019. Donc il va falloir se baser sur deux critères, ce qu'on appelle les critères phénotypiques. Je vais prendre l'exemple d'un adulte de plus de 18 ans et de moins de 70 ans. Donc le critère phénotypique, ça peut être une perte de poids, donc supérieure ou égale à 5% en un mois, ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois. Ça peut être un IMC qui est inférieur à 18,5, et ça peut être aussi une réduction de la masse musculaire ou de la fonction musculaire. Le deuxième critère, il est étiologique, c'est-à-dire la cause. Ça peut être une réduction de la prise alimentaire, ça peut être une absorption réduite, c'est-à-dire une maldigestion ou une malabsorption, et puis ça peut être une situation d'agression, c'est-à-dire une pathologie aiguë, une pathologie chronique évolutive ou une pathologie maligne évolutive. Et puis ensuite, on va essayer de déterminer le degré de sévérité de cette dénutrition. On va prendre l'exemple de Monsieur M, c'est un patient de 65 ans qui est hospitalisé pour une chirurgie cardiovasculaire. Il mesure 1,75 m, il pèse 67 kg actuellement, donc ça lui fait un IMC à 22, ce qui est normal. Par contre, je retrouve un poids habituel de 73 kg. Donc son critère phénotypique, c'est la perte de 6 kg en moins d'un mois, soit 8% d'amaigrissement. Son critère étiologique, c'est la réduction des apports alimentaires pendant plus d'une semaine. Est-ce que ce patient est dénutri? Oui. Pour essayer de déterminer le degré de sévérité, je peux aussi demander le dosage de l'albumine. Donc ça, je vais demander directement au médecin pour compléter. L'albumine, c'est la protéine qui est la plus abondante dans le sang. Alors, il faut savoir qu'une albumine abaissée, oui, ça peut évoquer une dénutrition, mais ça peut aussi évoquer une atteinte rénale ou une atteinte au niveau du foie, ou éventuellement aussi un syndrome inflammatoire. Donc cette albumine, en général, on va la faire doser une fois par mois. Et puis on va faire doser ce qu'on appelle aussi la préalbumine. Et la préalbumine, elle, on va la faire doser une fois par semaine. Parce qu'en général, quand les patients sont dénutris, cette préalbumine, elle va s'abaisser en dessous des normes. Et du coup, nous, pour suivre l'efficacité de la renutrition, et notamment de la thérapeutique nutritionnelle choisie, on va faire doser cette préalbumine pour voir si elle remonte au-dessus des normes. Et donc, du coup, ça va prouver que finalement, les apports nutritionnels du patient permettent de couvrir ses besoins. Alors, les besoins nutritionnels, comment on va les évaluer et comment on va les calculer? On utilise des formules pour calculer donc d'abord une dépense énergétique de repos, ensuite qu'on va multiplier à un niveau d'activité physique. Alors c'est sûr qu'à l'hôpital, le patient il est soit alité, soit au fauteuil. En général, on utilise 1,2. Voilà, c'est vraiment un patient sédentaire. Et puis on va multiplier par un facteur d'agression. Facteur d'agression, ça peut être lié à la fièvre, à une chirurgie mineure, à un cancer, à des brûlures, etc. Et puis on va évaluer les apports du patient. Ça, on peut le faire auprès du patient, s'il communique sans problème, ou à partir de relevés alimentaires. Et puis on va utiliser des logiciels de calcul ou une table de calcul Excel dans laquelle tous les plats et produits alimentaires de l'hôpital sont référencés. Et à partir de là, on va déterminer l'écart. Et donc, on va proposer notre fameuse stratégie nutritionnelle.
Ensuite, du coup, on va suivre notre fameux plan de soins. Et donc, on va déterminer des objectifs diététiques. Là, dans ce cas-là, ça peut être améliorer les apports caloriques et protéiques, donc de tant de calories, de tant de protéines. Et les actions donc, pour y parvenir, ça va être adapter les repas, par exemple le profil alimentaire du patient, fractionner les repas. Alors fractionner, ça veut dire faire des repas peut-être moins copieux, moins volumineux, mais plus souvent dans la journée. Ça peut être adapter la texture, et puis aussi peut-être privilégier les préférences du patient. En deuxième point, on peut aussi enrichir l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va augmenter les calories et les protéines d'un repas sans en augmenter le volume. Et puis le troisième point, ça peut être la mise en place de compléments nutritionnels oraux. Donc c'est des produits diététiques qui sont enrichis en protéines et en calories. Et puis donc a posteriori, on va évaluer nos actions. On va suivre le poids, on va suivre l'appétit du patient, on va suivre ses apports, on va suivre aussi la tolérance des compléments nutritionnels oraux. Est-ce qu'il les apprécie et est-ce qu'il les tolère bien? Parce que parfois il faut aussi les modifier. Et puis on va suivre les fameux marqueurs nutritionnels, donc les bilans biologiques, l'albumine et la préalbumine. L'épisode numéro 2 étant terminé, je vous propose de me retrouver prochainement pour terminer sur le sujet de la dénutrition en vous parlant plus précisément des produits utilisés, notamment donc les compléments nutritionnels oraux, mais je ferai aussi un focus sur la nutrition artificielle qui est utilisée pour compléter les apports nutritionnels des patients qui ne mangent pas suffisamment, voire pas du tout par voie orale. C'est notamment le cas aujourd'hui pour les patients atteints de Covid-19 qui sont actuellement en réanimation et qui sont donc nourris par de la nutrition entérale ou de la nutrition parentérale. Voilà, donc je vous dis, comme l'autre fois, prenez surtout soin de vous, restez chez vous et je vous dis à très vite. Ciao!